Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Cet automne, avec mon invité, on avait convenu de faire une série de 3 émissions sur le trapage. Alors, on a fait une première émission il n'y a pas tellement longtemps, comment on prépare son terrain de trappe durant la période estivale. Ça a été diffusé en octobre dernier. Nous en sommes rendus aujourd'hui à la 2e émission qui porte sur le terrain de trappe, ce que l'on fait à l'automne et durant l'hiver pour être fin prêt pour le printemps venu. Alors, avec mon invité, toujours un plaisir de le recevoir, mesdames et messieurs. C'est mon trappeur émérite, M. Claude Gauthier. M. Claude, bonsoir. Bonsoir, M. Gaby. Et je vous souhaite une bonne année, M. Claude. Pareillement, Gaby. Merci beaucoup. Avant d'entrer en onde, c'était pas prévu du tout. Vous nous avez parlé que avant les fêtes, vous aviez pris un loup qui avait la gale. On a resté tous un peu surpris ici en studio. On pensait pas que que ça pouvait arriver. C'est quoi un loup là, qui a la gale? C'est quoi? Il n'y a pas de fourrure? Il y a quoi, là? S'il n'y a pas de fourrure, l'hiver, ça va être pas chaud, là. Mettons, oui. Effectivement, depuis, on a commencé à remarquer ça depuis quelques années. Disons que ça a monté ici graduellement. Okay. Dans le sud de la province, il y avait beaucoup plus de cas. Là, on est rendu, malheureusement, nous autres aussi, avec ces problèmes-là. C'est ça, effectivement, la gale, c'est un parasite à la surface du cuir de l'animal. Puis, il fait comme des canaux en mangeant le poil, la racine du poil. Donc, mon Dieu. Donc, l'animal va se gratter, puis le poil va tomber. Comme tu l'as dit tantôt, Gaby, l'automne passé, j'ai pogné un loup, puis il y avait effectivement la gale. Il y avait presque plus de poils sur la queue. Après ça, il restait comme juste le coton dans le fond. Oui. Ensuite de ça, à des places qui étaient rendues sur le cuir, disons que ce loup-là, disons qu'il m'a rien donné parce que je pouvais pas le garder à la fourrure. Par contre, ça a été comme une délivrance pour lui parce qu'il en serait mort durant l'hiver. Sûrement parce qu'il y aurait eu froid. Exactement. Aussitôt qu'on aurait pris des températures de moins 20, moins 30 comme on a eu, il serait effectivement mort. Puis le problème de ça, c'est que c'est un animal c'est-à-dire cette maladie-là, c'est très contagieux. Okay, donc, oui. Quand on prend un individu, si jamais, mettons, on le prend dans une meute, mettons qu'exemple, moi, je pense qu'il y avait 2 loups, il y était 2 loups ensemble. J'ai pas pris l'autre durant l'hiver, mais probablement que l'autre l'a eu aussi, c'est contagieux. Puis, on peut pas les laisser en forêt. Moi, j'ai été obligé je l'ai sorti de la forêt. Et puis, la seule manière que ça soit pas contagieux, parce que le renard, le coyote, le loup, ils peuvent avoir toutes les 3, la gale, eux autres aussi, c'est de le faire brûler. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai apporté dans un petit pit de gravelle. Je l'ai brûlé. Parce que c'est surtout à la surface de la peau, comme je disais, le parasite. Donc, je l'ai brûlé pour tout brûler le poil, bien que ces choses-là. Puis, je l'ai enterré. Ça fait que de même... C'est-tu comme la tique? On peut-tu faire une comparaison là-dessus? Oui, c'est un peu ça. Sauf que les orignaux, il y en a qui vont en mourir. Oui. Par contre, des fois, on va voir au printemps, des fois sur des photos, on va voir des orignaux qui sont comme sur le cuir parce qu'ils sont tellement frottés. Wow. Mais la tique, elle, durant l'été, elle va s'en aller sur l'animal. Elle va embarquer comme sur l'orignal à l'automne. Moi, c'est ce que les biologistes m'ont dit. Tandis que la gale, elle... il en meurt parce que ça débarque pas. Je veux dire, c'est un parasite, c'est microscopique, on peut pas le voir. Tandis que des tiques, on peut les voir parce que nos animaux domestiques peuvent en empoigner. Oui. Fait que c'est la différence qu'il y a avec ça. Là. On est de plus en plus avec des cas de... Est-ce que la gale, mais vous l'avez dit, ce n'est pas seulement que le loup, là, c'est le renard également. Puis bon, est-ce que ça peut devenir un... Moi, je parle de... Pour chez nous ici, là, Abitibi-Témiscamingue, est-ce que ça peut devenir réellement quelque chose qui va prendre de l'ampleur? Bien, possiblement, mais je pense qu'il va se faire comme une chose naturelle, si on veut, un équilibre naturel à un moment donné. Là. On pense parce qu'il n'y a pas de...
On peut pas prendre des animaux pour les soigner ou quoi que ce soit. Non, Mais c'est pas contagieux. La gale, mettons des animaux sauvages comme le loup, le coyote, le renard, c'est pas contagieux pour les humains. On peut faire attention là, pour pas... Il n'y a pas de... Parce que... Un petit problème. On l'a réglé vite. C'est ça, c'est pas dangereux pour les humains. Sauf que j'ai su, par exemple, par quelqu'un qui travaille chez les vétérinaires, les chiens et les chats peuvent avoir une gale aussi pour les animaux domestiques. Et apparemment, ça pourrait être contagieux pour les humains. Ah, OK. Mais là, j'en sais pas plus. Là, mais moi, je suis plus au niveau des animaux sauvages. Exactement. Monsieur Claude, quelque chose que j'aimerais... On va faire juste une parenthèse quand même assez courte, parce que vous n'êtes même pas au courant de la question là, que je vais vous poser, mais je sais que je peux à peu près vous poser n'importe quelle question sur les animaux sauvages. Je me risque à vous en poser une qu'on n'a pas discuté du tout. Le fameux... Est-ce que j'ai rêvé ça ou j'ai vraiment pris... Il me semble, dans un reportage télé que j'ai déjà pris, moi, il parlait du loup alpha. Est-ce que ça existe? Parce que là, on a eu une émission télé avant les fêtes d'un monsieur qui est passé à une émission très populaire le dimanche soir. Puis, c'était l'homme alpha. Mais est-ce que je me trompe ou ça existe dans une meute, le loup alpha? Oui, tu ne te trompes pas, Gaby. Ça existe exactement. Il y a, dans une meute de loups, il y a seulement que le couple reproducteur qui va se reproduire, et c'est en effet le loup alpha et puis la femelle alpha. Les autres de la meute, que ce soit mâle ou femelle, quand ça vient en chaleur, il y a seulement que le loup et le mâle et la femelle alpha qui vont se reproduire. Effectivement, ça existe. Puis est-ce que le loup alpha est protégé par la meute? Protégé dans un sens, mais plus que les jeunes vont vieillir, puis que le mâle alpha va vieillir, à un moment donné, ils vont vouloir prendre sa place. Ils vont vouloir le tasser. Exactement. S'ils réussissent, mettons, si un de la meute des mâles, autant que pour la femelle, grandit, puis qu'il confronte, si jamais il bat le loup alpha ou la femelle alpha, ils sont jetés de la meute, eux autres. Là. Ils ne restent pas dans la meute. Là. Eux autres, ils sont jetés dans la meute, puis ça devient des loups solitaires. Parce que c'est très rare qu'un loup qui va se faire jeter d'une meute va être capable de rentrer dans un autre meute. Ah, OK. Il est délaissé, il est seul. Oui, puis même, il y a des grosses chances que ce loup-là, solitaire, s'il rencontre un autre meute, se fasse tuer par l'autre meute. C'est très hiérarchisé, les meutes de loups. Là. Moi, c'est l'animal qui me fascine le plus. Oui, parce que c'est pour ça, je sais qu'on en parle souvent hors d'onde, et puis je sais que pour vous, le loup, là, c'est l'animal attrapé premièrement. C'est incroyable comment intelligent. Moi, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Il t'a une hiérarchie là-dedans, là, c'est incroyable. Chacun sait son rang. Que ce soit, si tu as une meute de 5 loups, tu as le couple reproducteur, mais les autres savent le rang, à quel niveau qu'ils viennent, premier, deuxième, troisième. Puis, c'est incroyable. C'est incroyable, oui. On va revenir. C'est tellement intéressant, Claude, réellement. Là. C'est pour ça que je me suis risqué, parce que je sais qu'on peut vous poser à peu près n'importe quelle question sur la trappe et sur les animaux sauvages. Que fait-on pour que la trappe soit bonne le printemps? Le printemps venu, soit du mois de septembre jusqu'au printemps. Là. On passe la période hivernale. Qu'est-ce que vous faites sur votre tête? Premièrement, y allez-vous? Allez-vous constater des choses? Moi, je parle de la période hivernale. Dans la période hivernale, pour dire, le piégage, ça commence le 18 octobre. Okay. Et puis, la plupart des espèces finissent à la fin février. Okay. Sauf le castor qui va aller jusqu'au 15 de mars. Excusez. Puis, on a ensuite de ça le remusqué qui va aller en avril. Puis après ça, on a la période de l'ours ou ces choses-là. Mm-hmm. À ce temps-ci de l'année, je vous dirais que 90% des piégeurs ont pas mal terminé le saison.
OK. Il y en a beaucoup qui ont rendu au temps des fêtes, ils arrêtent. Moi, souvent, je vais continuer, là, comme là, on est en janvier, je vais continuer certaines espèces parce que la fourrure est encore au maximum. Parce qu'il y a des temps de l'année, parce que même si ça ouvre le 18 octobre, des fois, les gens se disent, ah, on va commencer à piéger de bonheur. Oui, mais la qualité de la fourrure n'est pas tout le temps là. On sait qu'aujourd'hui, les prix, ils ont une importance sur la qualité de la fourrure. Donc, on va essayer de prendre des animaux dans le temps où ils sont le meilleur. Comme à cet incite, là, le castor, là, c'est encore le bon temps pour le prendre. Mais c'est sûr que c'est sous la glace. C'est un peu plus de travail que quand on le prend à l'eau claire. Okay. Mais je veux dire, on va chercher pareil le maximum pour les fourrures. Est-ce que on est en janvier. Est-ce que avant les fêtes, vous avez trappé, puis est-ce que la fourrure est belle et bonne à ce temps-ci de l'année? Puis est-ce que les prix ont augmenté? Parce que je sais qu'on a fait des émissions souvent ensemble, puis même on en a déjà parlé, et vous nous avez dit, bon ben, on trappe juste pour le plaisir parce que la fourrure est pas payante, mais pas du tout, du tout. Je sais que des personnes comme vous, M. Claude, vous ne faites pas ça pour vivre et survivre. Là. Non, absolument pas. Pour vous, c'est une passion puis un sport. Mais est-ce que ça vaut la peine? Oh oui, c'est pour au niveau de la santé aussi. On est au plein air. Oui, c'est sûr. On est dans le plein air, ces choses-là. Là, disons que pour les prix de cette année, on ne les sait pas encore, parce que là, il va y avoir un encan en avril, mars-avril. Parce qu'on va parler dans la prochaine émission. Oui, exactement. À mars-avril, on va avoir un peu une idée pour les prix, mais c'est ça, c'est de prendre au meilleur de la saison pour essayer d'avoir le meilleur au niveau des prix. L'an passé, il y avait eu une bonne augmentation, c'était intéressant. On espère que cette année, ça va se refléter, mais il faut toujours attendre qu'il y ait une première encan. C'est mondial, hein, ça fait que c'est difficile d'essayer d'établir des prix. Puis, est-ce qu'il est vrai que, parce que moi, je jase avec d'autres trappeurs également, puis apparemment, cette année, au moment où l'on se parle, puis l'automne passé, puis même l'été passé, il y avait du castor terriblement. Effectivement, c'est pas une plaie, mais il y en a énormément. Moi, l'année passée, j'ai fait de la déprédation qu'on appelle là, même hors saison, puis durant la saison, il y a des gens qui nous appellent là, pour aller prendre les castors chez eux parce que il y en a qui ont des terres, surtout les lots privés. Oui. Et puis ça fait là, ça là-bas des arbres, c'est assez surprenant comment c'est que ça peut travailler les castors. Donc, on n'est pas en récession chez les castors, on n'aura pas de problème avec ça. Durant l'hiver, vous faites une espèce de vérification de votre terrain de trappe. Est-ce que vous y voyez assez souvent des nouvelles pistes ou autre chose que vous n'avez pas vu habituellement sur votre terrain? Est-ce que ça arrive souvent? Non, ça arrive pas souvent. La plupart des espèces, là, comme moi, là, mettons, je trappe pas mal toutes les espèces, là, comme l'hiver passé, là, mettons, j'ai pris le castor, c'est sûr, c'est un animal qui est facile à piéger, mais j'ai pris du pécan, j'ai pris de la martre, pris du loup, pris du lynx, du renard très peu, parce que dans le nord où je trappe, il n'y en a pas beaucoup. Mais on voit beaucoup de pistes d'orignaux, maintenant. Oui, il y a beaucoup d'orignaux. À certaines places, on voit des ravages d'orignaux. Quand on voit des ravages d'orignaux, souvent, quand il y a des loups, ils ne sont pas trop loin en arrière de ça aussi, parce qu'on sait que les loups, l'hiver, ils n'ont pas grande nourriture. Là. Les castors sont toutes les choses. Il n'y a pas de fruitage. Il n'y a pas... c'est pas une souris ou un campagnol qui va enlever Mais le loup mange quoi durant l'hiver? Le renard mange quoi durant l'hiver? Parce qu'il n'y a pas aucun fruitage, là. Le loup, l'hiver, sa principale proie, s'il est capable, dépendamment de l'abondance de la neige, ça a beaucoup d'importance pour ça. Oui. Ça va être les orignaux. Ah oui, il s'en prend à l'orignal. Oui, exactement. Parce que, disons qu'un loup, les loups, l'été, ou avant que ça gèle, ils aiment bien manger du castor. C'est un gros mangeur de castor, le loup. Mm-hmm. En moyenne, un loup va manger environ 12 castors par année. Oui, mon Dieu, donc, si on prend une meute de loup de 5, ça veut dire que c'est 60 castors. 64. Mais l'hiver, il n'y en a pas de castors. Ça fait que principal bête, là, ça va être l'orignal qui vont essayer de... Moi, j'avais déjà lu où on m'avait dit que assez souvent, le loup
le renard, le coyote, l'hiver s'en prennent beaucoup aux lièvres. Oui, mais on sait qu'un loup, ça flotte pas dans la neige. Non, exactement. Fait que les lièvres, mettons qu'ils en prennent un de temps en temps, mais s'ils sont 3 ou 4 loups, ça ne fait pas un gros repas pour chaque à prendre un lièvre. Là. Exactement. Ils vont essayer. C'est sûr que moi, pour avoir parlé avec des biologistes, il y a des biologistes qui m'ont dit que les loups, l'hiver, des fois, ils peuvent passer jusqu'à 2 semaines, 3 semaines sans manger. Parce que, justement, la nourriture est rare ou quoi que ce soit. Là. Parce que c'est certain qu'ils ont la chance de s'approprier d'un orignal. Est-ce que c'est plus dangereux à ce moment-là qu'ils s'approchent des êtres humains, des bâtiments? On parle de villes, de villages. Là. Bien, c'est sûr que, je pense qu'on a déjà parlé Gaby, dans une autre émission. C'est certain que les loups, l'hiver, s'ils ont la chance de s'approcher de des cultivateurs qui ont des animaux, pour eux autres, c'est un garde-manger parce que les animaux ne peuvent pas fuir. Voilà. Il y en a qui ont des problèmes avec ça. Il y en a qui se font appeler souvent par rapport à ça. Monsieur Claude, toujours un plaisir. Le temps passe tellement vite. Il va nous rester une autre émission qu'on va faire quelque part au mois de mars où on va parler du prix des fourrures, puis etc. à ce moment-là. Puis aussi du piégeage encore une fois. Puis on va parler de tout ce qui concerne la trappe dans le sens des pièges, etc. On va finir notre série de 3 émissions avec ça. Monsieur Claude, merci. C'est toujours un plaisir. Également pour moi, Gaby. Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Qu'est-ce que la planification stratégique 2024-2029? Alors, pour nous en parler, je reçois de la MRC d'Abitibi-Ouest, Mme Mylène Noël. Madame Mylène, bonsoir. Bonsoir. Je vous avais demandé un document. J'ai reçu une brique. J'ai reçu une brique dans les deux sens du mot. Une vraie brique, top, tu sais, qui fait mal, mais quand même. Et puis, une brique, il y avait du stock, comme on dit exactement. Mais c'est quand même, c'est beaucoup, mais puis tout de suite, je vous avertis, je vous en ai parlé avant de rentrer en ondes, c'est qu'on ne peut pas, dans 11 minutes environ qui nous reste à l'émission, parler de tout ça. Non. Parce que j'ai dit ça va prendre 4 émissions si on parle de... C'est un documentaire. C'est un documentaire, exactement. Mais on va revenir sur le sujet aussi, disons, vers le début du mois de mars, le milieu du mois de mars, parce qu'il y a tellement de choses dans ça. Puis après m'avoir, si je vous demandais comme première question, planification stratégique, promesse, c'est 5 ans, 2024-2029. Oui. Développement touristique. Expliquez-nous cette planification. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, dans le fond, c'est les grandes orientations que la MRC d'Abitibi-Ouest a choisi d'adopter, la MRC étant le conseil des maires là, à la MRC, de se donner des orientations pour les 5 prochaines années. Parce que c'est sûr que quand on veut appliquer sur des fonds, quand on veut se donner ou se doter des mandats, ben on les invente pas là, le matin en se levant. Aujourd'hui, ça serait fun de faire quelque chose. On doit avoir des espèces de grandes lignes de travail. Pour moi, ça facilite mon travail. Oui, ça facilite le travail des partenaires aussi parce qu'on sait qui fait quoi. Parce que à la MRC, vous êtes pour le... On est le mandataire touristique. Touristique Abitibi-Ouest. Oui, dans le fond, on est l'organisme de gestion de la destination. Si on a un petit sujet à aborder là, dans les 10 minutes là, qu'on a, c'est que la MRC se nomme maintenant officiellement, on était le mandataire touristique, on disait que c'était le beau terme, mais on est devenu au fil du processus de la planification stratégique qu'on a fait avec le Centre d'excellence des destinations, qui est une organisation le mondiale qui nous a accompagnés. Et nos partenaires, on s'est vraiment défini et positionné comme étant l'organisme de gestion de la destination. Dans notre jargon, on appelle ça l'OGD. Puis c'est l'organisme qui a le pouvoir et les ressources pour planifier puis réaliser la planification stratégique. Okay. Donc, on est mandaté, on est le partenaire officiel avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue. On siège à des tables de rencontres de concertation, à des comités de gestion. On est le porte-parole des entreprises, des municipalités au niveau touristique. Puis, on gère aussi à travers tout ça le bureau d'information touristique, tout ce qui est promotion du territoire au niveau des outils promotionnels, le guide touristique régional, carte touristique, carte des sentiers motoneige. C'est toutes nous autres qui est en arrière de ça. Il y a beaucoup de choses.
tout ce qui est promotion de l'image de marque, riche de nature, riche de ses villages, riche de ses produits locaux, riche de ses gens, la nouvelle image que la MRC s'est donnée au niveau territorial en attractivité, bien, le tourisme, c'est aussi le véhicule pour ça. Voilà. Puis, corrigez-moi si je suis dans l'erreur, mais on dit que c'est pour assurer un avenir prospère aux entreprises touristiques. Oui, bien dans le fond, on sait très bien qu'on a un beau potentiel touristique en Abitibi-Ouest. On a un beau terrain de jeu, comme moi je me plais à dire. Oui, on a de magnifiques ressources, on a de magnifiques entreprises, organisations, des super de belles municipalités. Mais on sait très bien que ce n'est pas ça qui fait vivre les organisations touristiques. Le tourisme, c'est d'abord et avant tout pour le citoyen. Les infrastructures, les gens du local. Donc, c'est la philosophie qu'on s'est donnée au niveau local et même maintenant au niveau régional, c'est le citoyen d'abord. C'était quelque chose qui a déjà été beaucoup sur les lèvres et c'est revenu au cœur des préoccupations quand on a fait la planification stratégique, c'est-à-dire, oui, on a une masse critique de touristes qui arrivent en période estivale, vers la fin juillet, début de l'automne, à août, septembre, c'est des super de beaux mois. L'hiver aussi, pour la période motoneige, activité hivernale, pêche blanche, tout ça. Mais, entre-temps, nos entreprises doivent continuer de vivre. Les gens, là, ils ont besoin de... Ils vivent pas juste d'amour et d'eau fraîche, là, ils ont besoin de revenus. Donc, pour assurer des revenus garantis, il faut travailler créativement, intelligemment, pour s'assurer qu'on a des ressources... Créativement. Parce qu'il faut être créatif. On n'a pas le choix. Puis, ensuite de ça, je vais juste ouvrir une parenthèse que je parle souvent, et à chaque fois que je rencontre M. Larochelle de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, on en parle tout le temps de tourisme hivernal. Oui. Parce qu'on a toujours tendance à penser, le tourisme, c'est juin, juillet, août, et puis après ça, là, on ferme les livres, puis on se reverra l'an prochain, mais il y a tellement de... Pas en Abitibi-Ouest, pas en Abitibi-Témiscamingue. On a des sentiers de raquettes, des sentiers de ski de fond, les parcs nationaux. On a quand même 2 parcs nationaux sur le territoire. On a des patinoires extérieures, des lacs gelés, des forêts récréatives. On a une multitude d'activités hivernales pour que les gens puissent profiter du dehors tout le temps. Même des infrastructures intérieures. Là. On a un paquet d'activités à l'année longue. Donc, il faut vraiment miser là-dessus pour diversifier parce qu'il ne faut pas oublier qu'à travers tout ça, le tourisme, ça reste un moteur du développement économique. Voilà, exactement. Puis, quand on dit que, la MRC d'Abitibi-Ouest, on pourrait englober Abitibi-Témiscamingue, mais on va rester en Abitibi-Ouest, est riche en tout, dont par ses lacs, la richesse de sa forêt et l'attrait de ses terres. Ça, là, l'attrait de ces terres, là, il faut en parler aussi. Fait que quand vous disiez tantôt qu'on est riche en tout, oui, on est riche en tout. Puis juste avec ça, on peut développer tellement de choses. Et c'est ce que vous faites également. Bien, c'est à ça qu'on a collé la planification stratégique. C'est de dire qu'on veut faire un développement, puis ça fait partie des prochains enlignements, l'Abitibi-Ouest est riche de ses villages. Puis dans un très beau sens, c'est que le développement va passer par nos communautés locales d'accueil qu'on appelle. Donc, chacune des municipalités, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire rayonner l'Abitibi-Ouest au-delà de nos propres frontières. C'est de miser sur le talent collectif, les particularités. Puis on est chanceux, on a 21 municipalités, 2 territoires non organisés qui composent notre territoire. Donc, on a vraiment on a une petite municipalité en termes de gens peut-être ou de population, mais on n'en est pas moins attrayant et peu distinctif. Donc, je pense que c'est... Est-ce que je me trompe si je vous dis... on va parler de la MRC d'Abitibi-Ouest, votre rôle à l'intérieur pour le tourisme en Abitibi-Ouest. Vous êtes là, et quand je dis vous êtes là, je parle de la MRC. Vous êtes là, vous allez chercher tout ce qui est attrait touristique chez nous en Abitibi-Ouest, que vous transmettez par après au niveau régional, à Tourisme Abitibi-Témiscamingue. C'est un peu comme ça, c'est que chaque région ou chaque municipalité ou peu importe... Chaque territoire, exactement, fournit à la
à Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Dans le fond, j'ai un homologue comme moi sur chaque territoire. On appelle ça des intervenants privilégiés. Donc, pour l'association touristique, il y a quelqu'un qui, comme moi, sur chacun des territoires de MRC, que ce soit pour la ville de Rouen, le territoire de Val-d'Or, Amos, le Témiscamingue, il y a une personne dédiée au tourisme dans une organisation, puis qui se charge, qui a un peu le même rôle que moi, de transmettre tout ce qu'il y a comme potentiel comme entreprise, puis de faire valoir leurs points, leurs intérêts, puis ce qu'il y a à développer et ce qui fait partie de l'offre touristique à la région pour que la région, elle, puisse ensuite dire, ben nous, on est aussi une OGD, une organisme de gestion de destination au niveau régional, puis nous faire connaître puis devenir un peu distinctif au travers de toutes les autres régions touristiques du Québec parce que il y a des régions très populaires, là, on les connaît, là, oui, c'est beau les baleines, oui, c'est beau les montagnes, oui, les chic-chocs et tout ça, mais on a chacune quelque chose à proposer et le commentaire qu'on entend quand les gens arrivent ici, parce qu'on est souvent à la fin de leur liste. Ah, il me restait juste vous à aller visiter. J'étais rendu là, je m'étais toujours promis d'y aller. Ben, je suis agréablement surpris. On a encore beaucoup de préjugés à débattre puis à convaincre, puis c'est ça notre rôle. Voilà. Madame Mylène, merci infiniment, puis on va se revoir quelque part au mois de mars parce qu'on va continuer ça également. Et félicitations à vous, vous faites un excellent travail. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine.